J'aime raconter l'histoire d'artistes qui refusent de rentrer dans des cases, qui veulent repousser sans cesse les frontières de leur propre art, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de celle qui incarne plus que quiconque cette volonté de tout explorer, de tout réinventer. C'est probablement l'artiste la plus créative de notre génération, et après 20 ans de carrière, elle est toujours au sommet. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est sûrement la vidéo qui m'a le plus été demandée et je comprends pourquoi. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Stefani Johann Angelina Germanotta, alias Lady Gaga. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur Coco Chanel, mais personne ne l'a regardé, miskin. 89% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Ce genre de vidéo, c'est beaucoup de travail et le simple fait de s'abonner, ça fait comprendre à l'algorithme YouTube que les vidéos que je fais plaisent. Je force pas plus, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Stefani Germanotta naît le 28 mars 1986 à New York. Elle grandit dans une famille d'origine italienne catholique, installée dans le quartier de l'Upper West Side à Manhattan, un quartier huppé de New York. Son père est entrepreneur dans l'internet et l'hôtellerie. Vous l'aurez compris, la famille n'est pas pauvre, mais l'ambiance à la maison est assez dure. Ce mélange de dureté et d'énergie new-yorkaise va marquer toute sa personnalité, la discipline familiale d'un côté et l'envie de briller de l'autre. Dès ses 4 ans, Stefani apprend le piano, et c'est pas juste un passe-temps, elle montre une précocité impressionnante. Elle ne se sent pas vraiment comme les autres, elle est très timide, elle est souvent moquée pour son physique, son style, et attention, phrase très cliché, elle trouve alors refuge dans la musique. À 13 ans, elle écrit sa première ballade au piano, et à 14 ans, elle chante déjà dans des clubs de New York. Ses parents l'inscrivent alors dans une école privée catholique prestigieuse, mais là-bas, Stefani ne se fond pas dans le décor. Trop excentrique, trop différente, pas assez populaire, ce sentiment de rejet va forger sa volonté de créer un personnage plus grand que nature. À 17 ans, elle réussit à entrer à la Tisch School of the Art de l'université de New York, une école extrêmement sélective où elle est l'une des rares admises sur audition. C'est là-bà qu'elle développe non seulement sa technique musicale, mais aussi son goût pour l'expérimentation artistique. Elle s'intéresse au théâtre, à la mode, au burlesque. Ses professeurs remarquent alors une étudiante hyper passionnée et surtout hyper ambitieuse. À l'époque, la jeune Stefani est convaincue, elle va choquer le monde. Côté influence, elle admire David Bowie, Queen, Freddie Mercury, mais aussi des figures féminines puissantes comme Madonna. Elle pioche dans tous ces univers pour se créer une sorte d'identité hybride, une sorte d'alter ego, une créature qui transcende la jeune fille timide qu'elle était. Elle comprend déjà que pour survivre dans l'industrie musicale, il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut choquer, marquer, et pour ça, faut créer un personnage inoubliable. Avec ce mélange de rigueur, d'influence et cette envie de réinventer, Stefani Germanotta n'est plus seulement une étudiante en art. Elle est en train de devenir quelqu'un d'autre. Et pour elle, une évidence s'impose, il est temps de quitter les bancs de l'école et se lancer dans ce qui sera l'objectif de sa vie, choquer le monde. Ses premiers pas dans l'industrie musicale sont tout sauf faciles. En 2005, elle signe brièvement chez Def Jam, un label hyper prestigieux, mais après 3 mois, elle est brutalement remerciée sans explication claire. Cette expérience la marquera profondément. Elle comprend que l'industrie est impitoyable et qu'il ne suffit pas de chanter juste pour se faire une place. Plutôt que de renoncer, Stefani se lance dans l'underground new-yorkais. Elle enchaîne les petites scènes new-yorkaises dans des clubs parfois miteux, où elle expérimente des performances théâtrales mêlant musique, provocation et excentricité. On la voit parfois danser dans des cabarets burlesques, parfois jouer dans des shows exagérément trash où elle choque volontairement le public. C'est là qu'elle commence à se forger une réputation, une artiste qui ose tout, même au risque d'être totalement incomprise. C'est aussi dans cette période qu'elle commence à façonner son personnage scénique. Stefani devient petit à petit Lady Gaga, d'ailleurs un nom tiré de la chanson Radio Gaga de Queen. L'anecdote serait que son producteur de l'époque aurait voulu lui envoyer un message où il voulait écrire Radio Gaga, mais son téléphone aurait corrigé en Lady Gaga. Elle trouve alors que c'est un nom parfait et l'a définitivement adopté. À partir de là, Stefani n'existe plus en public, Lady Gaga prend toute la place. Ce changement de nom n'est pas un simple détail, c'est une renaissance artistique. Elle invente un univers visuel extravagant mélangeant tenues futuristes, perruques et mise en scène où la frontière entre musique et performance disparaît. Mais malgré son énergie débordante, Gaga peine encore à trouver une reconnaissance dans le milieu. Elle vit encore dans un petit appartement modeste, parfois sans chauffage. Un tournant décisif arrive lorsqu'elle se fait remarquer comme parolière. Elle commence à écrire pour d'autres artistes du label Interscope, notamment Britney Spears, Fergie et les Pussycat
Pussycat Dolls. Cette activité dans l'ombre lui permet de mettre un pied dans l'industrie tout en perfectionnant son sens de la mélodie et du hit. C'est à ce moment-là qu'intervient une rencontre déterminante, celle avec Akon, alors au sommet de sa carrière. Le chanteur assiste à une de ses performances et il est immédiatement séduit par son énergie et sa présence scénique hors norme. Il devient alors l'un de ses premiers soutiens et il essaie de convaincre Jimmy Iovine, le patron d'Interscope, de lui donner une chance et de la signer. Nous sommes alors en 2007, Lady Gaga a 19 ans, elle a un contrat dans un label hyper puissant, elle a une identité artistique hyper forte et surtout elle a une équipe prête à miser sur elle. Le chemin est encore semé d'embûches mais pour la première fois, l'horizon commence à s'éclaircir, l'ascension peut commencer. En 2008, Lady Gaga sort son premier album The Fame. C'est un projet pop dans lequel elle décrit l'obsession moderne pour la célébrité et la culture du paraître. Dès le départ, Gaga veut marquer les esprits. Le premier single Just Dance devient un succès planétaire presque instantanément. Ironie du sort, cette chanson a été écrite en seulement 10 minutes en étant bourrée, et ce sera lui son billet pour la gloire. Elle se classe numéro 1 aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Derrière, le morceau Poker Face explose encore plus fort. Le morceau devient l'un des singles les plus vendus de l'histoire et remporte un Grammy. Gaga s'impose aussi par son style visuel. Elle a une équipe créative dédiée avec laquelle elle multiplie les looks futuristes, les perruques extravagantes et les tenues de latex ou incrustées de cristaux. Très vite, on comprend que Gaga n'est pas juste une chanteuse, c'est une performeuse totale. Une sorte d'héritière de Madonna, mais avec un côté plus théâtral. En 2009, au MTV Video Music Awards, elle chante Paparazzi en simulant une mort sanglante sur scène, finissant couverte de faux sang suspendu au plafond, un choc visuel qui fera le tour du monde. The Fame se vendra à plus de 15 millions d'exemplaires, un chiffre colossal pour un premier album. L'année suivante, Gaga enfonce le clou avec The Fame Monster, d'abord pensé comme un simple bonus de son premier album, mais qui deviendra un succès à part entière. Bad Romance est sans doute son hymne le plus iconique, le clip révolutionne la pop visuelle avec ses décors gothiques et son esthétique surréaliste, le refrain entre dans la culture populaire. Quant à Téléphone avec son clip de 9 minutes où Gaga et Beyoncé incarnent des criminels en cavale, le clip comptabilise des centaines de millions de vues à une époque où personne faisait des centaines de millions de vues. Avec The Fame Monster, Gaga s'impose définitivement dans le débat de la nouvelle reine de la pop. Elle enchaîne d'ailleurs les tournées gigantesques, notamment le Monster Ball Tour, qui deviendra l'une des tournées les plus rentables de la décennie. C'est aussi l'époque de son œuf géant au Grammy en 2011. Gaga arrive littéralement enfermée dans une coquille translucide portée par ses danseurs. Elle explique alors qu'elle est en incubation, prête à renaître sur scène pour son prochain projet. Born This Way est un album qui change de ton. Moins centré sur le glamour et la fête, il porte un message fort d'acceptation et de diversité. Le titre phare Born This Way devient un hymne pour la communauté LGBT, et côté chiffres, Born This Way bat un record impressionnant, plus d'1 million d'exemplaires vendus en une semaine aux États-Unis, un exploit devenu rare à l'ère du numérique.
Au-delà des ventes, cet album installe Lady Gaga comme une porte-parole de la génération. Elle ne se contente plus d'amuser, elle inspire, elle fédère et défend une vision du monde où chacun peut être fier de qui il est. Mais cet album est aussi marqué par une polémique, la comparaison évidente entre Born This Way et Express Yourself de Madonna. Madonna elle-même critique ouvertement Gaga, affirmant que la chanson est une copie. C'est une rivalité qui va nourrir les tabloïds pendant des années. Bref, à côté de ça, Gaga continue de surprendre par ses performances, notamment lors des MTV EMAs 2011. Elle chante Mary the Night perchée sur une lune géante casquée comme une astronaute. Greetings, Himeros, god of sexual desire. I wanna be that giant. Pop devait être l'apothéose artistique de Gaga, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le projet est ambitieux, peut-être un peu trop. Elle veut fusionner musique et art visuel, avec une pochette signée Jeff Koons et une collaboration avec des artistes contemporains. Le premier single Applause marche bien, mais l'album divise les fans. Beaucoup ne comprennent pas sa démarche artistique, peut-être trop expérimentale pour le grand public. Art Pop se vend honorablement, environ 2,5 millions d'exemplaires, mais comparé à ses succès précédents, ça semble être un échec. Pour beaucoup, c'est la fin de l'âge d'or de Gaga. Les médias la critiquent beaucoup, et pour eux, voilà, elle aura passé 3 ans au top, mais ils voient déjà ça comme une fin de carrière. En plus de ça, elle a des petits problèmes de santé, notamment une blessure à la hanche, qui l'oblige à annuler une partie de sa tournée. Évidemment, tous ces événements vont la toucher, ce qui va amener à sa première période de transition, où elle va chercher à se réinventer. Cette réinvention va commencer par la plus improbable des collabs avec une légende du jazz, Tony Bennett. Ils sortent un projet ensemble en 2014, Chick to Chick, et le choc est total. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Fini les robes en viande et les clips futuristes, Gaga chante des standards de jazz. Elle n'est plus la pop star choc, elle devient une chanteuse respectée. Et c'est un succès avec un Grammy à la clé. Mais Gaga ne s'arrête pas là, en 2015, elle débarque sur nos écrans avec American Horror Story. Elle y joue la comtesse, sa performance fascine et lui vaut même un Golden Globe. Quand elle monte sur scène pour récupérer son prix, elle est bouleversée et elle confie que son tout premier rêve, avant même la musique, c'était le cinéma. Et justement, cette envie de cinéma va se matérialiser quelques années plus tard, mais avant ça, Gaga offre une facette un peu plus intime avec un nouvel album. Joanne en 2016, cet album rend hommage à sa tante disparue trop tôt d'une maladie auto-immune. Encore une fois, moins de costumes extravagants, plus de guitares acoustiques, de douleur, de tendresse. Le public est surpris mais Gaga s'en fiche. Elle veut montrer qu'elle est humaine avant tout, et quand elle monte sur scène, cette humanité explose. Aux Oscars 2016, elle chante entourée de survivantes de violences sexuelles, la salle entière est en larmes avec une ovation debout. Quelques mois plus tard, c'est totalement l'inverse, un show grandiose au Super Bowl 2017. Elle commence sur le toit du stade, saute dans le vide accroché à des câbles et livre un show d'une intensité folle. C'est cette capacité à osciller entre émotion pure et spectacle monumental qui deviendra sa marque de fabrique. Puis arrive 2018, Gaga décroche le rôle principal dans A Star is Born avec Bradley Cooper. Ça fait 7 ans déjà, merde. C'est un rôle taillé pour elle, celui d'une chanteuse qui rêve de percer face à ses doutes et aux sacrifices que la célébrité demande. Le film est un triomphe mondial et la chanson Shallow devient instantanément culte. Sa performance aux Oscars reste un des moments les plus forts de sa carrière. Elle n'est plus seulement une pop star, c'est une actrice oscarisée s'il vous plaît. Puis en 2020, après toutes ces explorations, Gaga revient avec ce qui a toujours été son ADN, la pop futuriste.
Avec Chromatica, elle replonge dans son univers. Et quelques mois plus tard, elle prouve encore une fois son éclectisme. Habillée d'une robe patriotique, elle chante l'hymne américain lors de l'investiture de Joe Biden. Après avoir touché au jazz, au folk, au cinéma, être revenue à la pop, Gaga a prouvé qu'elle pouvait tout faire, mais ce n'est toujours pas la fin du voyage. En 2021, elle décroche le rôle de Patrizia Reggiani dans House of Gucci réalisé par Ridley Scott. Un rôle sulfureux inspiré d'une histoire vraie, celle de la femme qui a commandité l'assassinat de son mari, héritier de l'empire Gucci. Pour Gaga, c'est pas juste un rôle, c'est une immersion totale. Elle travaille son accent italien pendant des mois, au point que certains membres de l'équipe affirment qu'elle ne sortait jamais du personnage. D'ailleurs, le film divise la critique, mais tout le monde s'accorde sur un point, Gaga porte le film sur ses épaules. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est ensuite annoncée dans un rôle encore plus fou, celui de Harley Quinn dans Joker Folie à 2, la suite du film culte avec Joaquin Phoenix. C'est une super production où Gaga va mêler jeu d'actrice et performance musicale, confirmant qu'elle est devenue l'une des figures incontournables d'Hollywood. En parallèle de ses rôles au cinéma, elle sort Love for Sale en 2021, un deuxième album de jazz avec Tony Bennett. C'est un peu comme un adieu à leur collaboration parce que Tony Bennett est malheureusement atteint de la maladie d'Alzheimer. Il décédera d'ailleurs 2 ans plus tard. Puis arrive un nouveau chapitre, plus récent encore. En 2025, Gaga fait son grand retour avec Mayhem, un projet taillé pour reconquérir la planète pop. Le single Die With A Smile en duo avec Bruno Mars deviendra instantanément un phénomène mondial. Si vous avez vu ma vidéo sur Bruno Mars, vous savez déjà, pour les autres, on n'est pas ensemble. Non, je rigole, les records sont fous. Le morceau atteindra le milliard de streams en 96 petits jours, c'est un record, et battra également le record tant convoité du single le plus longtemps à la première place d'octobre 2024 à mai 2025 de la pure folie. 20 ans de carrière, dans un monde où les artistes pop disparaissent parfois aussi vite qu'ils apparaissent, Lady Gaga a tenu. Elle a traversé les modes et les critiques grâce à une création débordante et une incapacité à rester dans une case. Elle a prouvé qu'elle pouvait tout faire, écrire des hymnes planétaires, réinventer la scène pop, émouvoir au cinéma, se réinventer dans le jazz et revenir toujours plus forte. Finalement, Lady Gaga, c'est la définition même de l'artiste du 21e siècle.